Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Je me suis fait licencier et mon mari avait juré de me soutenir. Pourtant, il a vidé notre compte bancaire commun en ricanant. Tu es un fardeau, maintenant. Tu es un fardeau, maintenant. Les mots ont tranché l'air de la cuisine, aussi aigu que le couteau avec lequel je coupais des oignons. Lucas se tenait en face de moi, la main suspendue au-dessus de son téléphone, où l'application bancaire affichait le solde de notre compte, 12,47 $. Quelques minutes plus tôt, ce même écran affichait 27 865,32 $. Notre filet de sécurité. Notre avenir. 15 années de rêves partagés, envolés en quelques gestes du doigt. Que as-tu fait ? Ma voix ne semblait pas être la mienne. Elle était trop calme, trop vide. Le couteau tremblait dans ma main. Ce que j'aurais dû faire dès l'instant où tu m'as annoncé ton licenciement. Sa voix avait changé, elle aussi. Elle n'avait plus rien de la chaleur qui m'avait séduite toutes ces années auparavant. Je te soutiens depuis trop longtemps, Heather. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seule. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après qu'une personne ait brisé votre confiance, cette histoire pourrait résonner en vous. Pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit et cela vous relie à d'autres personnes qui savent que, parfois, notre plus grande force naît du moment où l'on nous traite de fardeau. Poursuivons ensemble le parcours de Heather. 15 années ont défilé devant mes yeux. 15 années à me mettre en retrait, à répéter que Lucas devait passer en premier. 15 années de sacrifices silencieux qui ont mené à ce moment. 15 années à être l'épouse compréhensive, la partenaire indulgente, le soutien inconditionnel. 15 années à disparaître lentement, à devenir invisible. J'ai posé le couteau avec une précision délibérée. J'ai prononcé 2 mots simples qui cachaient la tempête qui grondait en moi. Lucas ne savait rien de l'héritage que m'avait laissé ma grand-mère, ni du compte que j'avais discrètement alimenté au fil des années. Il ne se doutait pas que sa trahison venait de déclencher quelque chose qu'il ne pourrait pas arrêter. Mais il allait l'apprendre. Et j'allais être celle qui le lui enseignerait. Ma carrière dans le marketing avait commencé sous les meilleurs auspices. Fraîchement diplômée avec mention, j'avais décroché un poste très convoité chez Meridian Marketing, l'une des agences connaissant la croissance la plus rapide de notre région. En moins de 2 ans, j'avais obtenu 3 clients majeurs et j'avais été remarquée par la directrice de création comme un talent prometteur. Mon portfolio grandissait, et mes collègues du secteur commençaient à reconnaître mon nom. C'est à cette époque que j'ai rencontré Lucas, lors d'un événement de réseautage. Il était grand, sûr de lui, avec des projets ambitieux pour transformer la gestion de la construction locale. Sa passion était magnétique, son ambition contagieuse. Nous avons plongé dans une romance tourbillonnante qui ressemblait à un coup du destin. Nous allons construire quelque chose d'extraordinaire ensemble, m'a-t-il promis lors de notre 3e rendez-vous, en dessinant les plans de sa future entreprise sur une serviette dans un café. Je pouvais le ressentir. Et bien sûr, je l'ai cru. Ses rêves semblaient si concrets, si certains. Notre lien paraissait rare et précieux. Nous avions tous les deux cette même soif de réussir, le même enthousiasme à résoudre des problèmes créatifs, la même satisfaction à laisser notre empreinte. Au début, nous nous soutenions à parts égales. Je l'aidais à rédiger ses propositions commerciales, il m'encourageait dans mes campagnes créatives. Nous étions de véritables partenaires. Nous célébrions ensemble nos réussites, nous nous consolions mutuellement dans les moments difficiles. Nous rêvions d'un avenir où nous réussirions tous les deux. Notre mariage était simple, mais parfait. 2 partenaires égaux. Lucas avait porté un toast en levant son verre vers le mien, à la construction de notre empire. Je ne savais pas encore qu'un empire ne tolère, en général, qu'un seul souverain. Le moment décisif est survenu 3 ans après notre mariage. Ma patronne m'a convoqué dans son bureau un mardi après-midi. Son visage rayonnait de joie. Le bureau de Seattle te veut, Heather. Le poste de directrice de création. C'est une énorme promotion, plus de responsabilités, un salaire bien plus élevé, et la possibilité de créer ta propre équipe. Ils suivent ton travail depuis des mois. Mon cœur s'est emballé. C'était exactement ce pourquoi j'avais tant travaillé. Ce soir-là, je suis rentrée à l'appartement en courant, débordante d'enthousiasme, une bouteille de champagne à la main. Mais Lucas ne célébrait pas. Il était assis à la table de la cuisine, les épaules affaissées, tenant une lettre entre ses mains. Morgan Broders a rejeté ma demande de prêt, a-t-il dit sans lever les yeux. 3e refus ce mois-ci. J'ai posé la bouteille et je me suis approchée.
Je suis désolé, Lucas. Tu trouveras une autre solution. Tu en trouves toujours. Il a marqué une pause. Il y a une opportunité, plus modeste. Un poste de gestion de chantier chez Davison Builders. Ce n'est pas ce que je voulais, mais cela pourrait être un point d'entrée. Puis, il a enfin croisé mon regard. C'est ici, pas à Seattle. Le silence qui a suivi pesait lourd de ce que nous n'osions pas dire. Nous savions exactement ce que cela signifiait. C'était un choix, un test. Nos rêves entraient en conflit. L'un de nous devait céder. Seattle peut attendre, ai-je entendu ma voix dire. Ta carrière a besoin de cette chance. Le soulagement et la reconnaissance dans ses yeux m'ont fait croire que j'avais fait le bon choix. Ce n'était que temporaire, me suis-je dit. Mon tour viendrait. Le lendemain, j'ai refusé l'offre de Seattle. Ma patronne ne cachait pas sa déception. Tu es sûr de toi, Heather? Des opportunités comme celle-là ne se présentent pas souvent. J'en suis sûre, ai-je répondu, avec une assurance que je ne ressentais pas totalement. La famille passe avant tout. Le changement dans notre relation s'est fait si progressivement que je ne l'ai presque pas remarqué. Lucas s'est épanoui chez Davison Builders. Il est vite devenu indispensable. Son salaire a augmenté. Sa confiance en lui aussi. Son réseau s'est élargi. De mon côté, j'ai accepté un poste équivalent dans une petite agence locale. C'était un bon emploi, mais sans la trajectoire ambitieuse que j'avais auparavant. Ce n'est que pour maintenant, étais-je contrainte de me répéter lors de ces longues soirées où je l'aidais à préparer ses présentations, où je faisais des recherches pour lui, corrigeais ses rapports, l'écoutais s'entraîner. Son succès est devenu le nôtre. Ses rêves sont devenus les nôtres. Les miens se sont effacés doucement. Lorsque notre fille Emma est née 3 ans plus tard, mes compromis professionnels m'ont semblé justifiés. Elle avait besoin de stabilité, et l'ascension de Lucas nous la garantissait. J'ai travaillé à temps partiel pendant 2 ans, puis j'ai repris un poste intermédiaire dans le marketing. Le poste offrait de la flexibilité, mais peu de possibilités d'évolution. Tu as de la chance de ne pas avoir la pression que j'ai, disait Lucas en desserrant sa cravate après le dîner. Un petit boulot tranquille, à la maison à 17h, sans grande responsabilité. Chaque remarque était une entaille de plus. Mon petit boulot, je continuais à rapporter environ un tiers des revenus du foyer. Mon absence de pression, comme il l'appelait, englobait en réalité la gestion complète de notre vie domestique, tout en maintenant une présence professionnelle. Mon soi-disant manque de responsabilité incluait pourtant tout, l'éducation d'Emma, notre agenda social, le pressing de Lucas. Mais je souriais et j'acquiesçais. Tu travailles si dur, chérie. Nous te sommes reconnaissantes. Les signaux d'alerte étaient bien là, si seulement j'avais voulu les voir. Lucas avait commencé à qualifier mon salaire des « argent de poche » plutôt que de revenus communs. Il avait pris l'habitude de prendre des décisions financières sans me consulter, se justifiant après coup avec un ton condescendant, je ne voulais pas t'embêter avec les détails. Lors des événements sociaux, quand des collègues me demandaient ce que je faisais, il répondait à ma place, réduisant mon rôle à néant. Heather aide quelques entreprises locales à garder les lumières allumées, plaisantait-il. Rien à voir avec ce que nous faisons chez Davison, mais ça l'occupe. Par loyauté, ou peut-être par peur, j'interprétais ces moments comme du stress, de l'inattention tout sauf ce qu'ils étaient réellement, des preuves d'un profond manque de respect. La veille de mon licenciement, Lucas est rentré à la maison avec une nouvelle, sa plus grande promotion à ce jour. Directeur régional des opérations. On l'a fait, bébé, s'est-il exclamé en me soulevant dans ses bras, dans un rare élan de triomphe partagé. Tous ces sacrifices en valaient la peine. J'aurais dû lui demander, quel sacrifice, Lucas? Les tiens ou les miens? Mais au lieu de cela, j'ai commandé des plats à emporter et servi du vin. 24 heures plus tard, je devenais, à ses yeux, un fardeau. Et tout allait changer. La matinée de mon licenciement avait commencé comme n'importe quel mardi. Emma avait entraînement de football après l'école, Lucas avait besoin de sa cravate bleue pour une réunion avec un client, et j'avais une présentation à 10h sur la campagne Westbrook. Des préoccupations ordinaires pour une journée ordinaire. Jusqu'à ce que mon téléphone de bureau sonne à 9h17. Heather, peux-tu venir dans la salle de réunion B? Marissa, du service des ressources humaines, ne m'appelait jamais directement. Il y avait dans son ton joyeusement forcé quelque chose qui me glaça le sang. La salle de réunion B contenait 4 personnes, Marissa, ma supérieure directe, Tom, le propriétaire de l'agence, Gérald, et une femme que je ne reconnaissais pas,
portant un porte-documents en cuir. Leurs visages m'ont tout révélé avant qu'un mot ne soit prononcé. « S'il te plaît, assieds-toi, Heather, dit Gérald en me désignant l'unique chaise face à eux. Une mise en scène de peloton d'exécution. Tom n'arrivait pas à croiser mon regard pendant que Gérald expliquait la restructuration et les conditions de marché défavorables. Mon poste était supprimé, avec effet immédiat. 15 années de dévouement réduites à une enveloppe en papier craft contenant les détails de l'indemnité de départ et les informations Cobra. Tes contributions ont été précieuses, récita Marissa, lisant manifestement un script mental, mais nous devons regrouper le département créatif. Je comprends, me suis-je entendu répondre, même si ce n'était pas vraiment le cas. L'étrangère avec le porte-documents, apparemment venue d'un service de reclassement, m'a tendu sa carte. Je l'ai glissée machinalement dans mon sac, sachant pertinemment que je ne l'appellerai jamais. Nous aurons besoin de ta carte d'accès et de ton téléphone professionnel, a fini par dire Tom, la voix à peine audible. 30 minutes plus tard, je me retrouvais sur le parking avec une petite boîte contenant mes affaires personnelles, une photo de famille, ma tasse à café préférée, une plante de bureau qu'Emma m'avait offerte pour la fête des mères il y a 3 ans. 15 années distillées dans un carton que je pouvais porter d'une seule main. Assise dans ma voiture, j'ai appelé Lucas. Boîte vocale directe. Salut, c'est moi. Il s'est passé quelque chose au travail. Rappelle-moi quand tu peux. Ma voix était stable, professionnelle. Pas besoin de l'alarmer pendant sa journée. Étrangement, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une légère lueur d'espoir. Peut-être que c'était une opportunité, pas un échec. Lucas venait tout juste d'être promu. Nous avions une marge financière. Peut-être que le moment était venu pour moi de me recentrer sur mes ambitions d'origine. Recommencer à zéro. Peut-être même créer ma propre petite agence. L'après-midi venu, j'avais déjà mis à jour mon CV et consulté 3 offres d'emploi dans le marketing. J'ai préparé un dîner spécial les lasagnes préférées de Lucas et j'ai aidé Emma avec ses devoirs de biologie en attendant son retour. Lorsqu'il a tourné la clé dans la serrure à 19h32, je lui tendais un verre de vin. « Tu es rentré tôt », a-t-il remarqué en desserrant sa cravate. « Que s'est-il passé ? Shoreview réduit ses effectifs, ai-je répondu en lui tendant le verre. Mon poste a été supprimé. Lucas n'a pas pris le verre. Son expression est passée de la surprise à quelque chose de plus difficile à définir. Ni de la compassion, ni de l'inquiétude. Plutôt un calcul. Et pour l'indemnité ? Sa première question m'a prise de court. 3 mois, plus les congés non pris. J'ai reposé le verre. Ce n'est pas le meilleur moment, mais avec ta promotion. Pas le meilleur moment, m'a-t-il coupé en riant sèchement. C'est le moins qu'on puisse dire. La dispute a éclaté rapidement. Lucas faisait les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage. Sa réaction m'a déconcertée. Nous avions déjà surmonté des épreuves. Nous avions des économies. Ce n'était pas une catastrophe. Je n'en reviens pas de ton égoïsme, a-t-il fini par lâcher en attrapant ses clés. J'ai besoin de prendre l'air. Il n'est pas rentré avant minuit passé. J'ai fait semblant de dormir quand il s'est glissé dans le lit, mais je n'ai pas fermé l'œil, hanté par une avalanche de questions. Le lendemain matin n'a apporté aucune explication. Lucas était distant au petit déjeuner, ne parlant qu'à Emma de sa prochaine foire scientifique. J'ai passé la journée à envoyer des candidatures, déterminé à faire preuve d'initiative. Quand Lucas est rentré du travail, je suis allée à sa rencontre avec un plan financier structuré pour la période de ma recherche d'emploi. J'ai calculé nos dépenses, ai-je commencé, en dépliant un tableau sur le comptoir de la cuisine. Avec mon indemnité et nos économies, nous pouvons maintenir notre niveau de vie pendant au moins 6 mois. Attends, il faut que je vérifie quelque chose, m'a-t-il coupé en sortant son téléphone. La couleur a quitté son visage lorsqu'il a vu l'écran. Puis est venue l'accusation qui allait tout révéler. Tu as déplacé de l'argent depuis notre compte. Quoi ? Non. Je n'ai rien touché. Je me suis rapproché de lui pour voir l'écran. Le solde de notre compte commun affichait $12,47. Où est passé l'argent ? Ai-je demandé, la confusion cédant la place à l'angoisse. Où est notre argent ? En sécurité, a-t-il répondu froidement. Là où tu ne peux pas y accéder. La vérité s'est cristallisée à cet instant. Lucas avait vidé notre compte. Nos économies communes, bâties au fil de 15 années de mariage. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit, m'a-t-il interrompu. C'est moi qui ai gagné la majeure partie.
Nous avons tous les deux contribué. Ce comptait à nos deux noms. Ma voix s'est élevée malgré la présence d'Emma à l'étage. Tu es un fardeau, maintenant. Les mots sont tombés entre nous comme des pierres. Je ne vais pas porter un poids mort. Le couteau de cuisine que j'avais utilisé pour couper les oignons tremblait dans ma main. Je l'ai posé soigneusement, par peur de ce que je pourrais dire ou faire ensuite. Et le fond universitaire d'Emma, ai-je demandé en luttant pour garder une voix calme. Ne le touche pas, a-t-il averti. Il reste là où il est. Il est reparti cette nuit-là. Je suis restée assise à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, engourdie par la trahison. Et par autre chose encore, une colère froide et limpide. Le matin m'a trouvée à son bureau, dans notre bureau à domicile, à la recherche de réponses. Emma était partie à l'école, Lucas au travail, et la maison résonnait de leur absence. Méthodiquement, j'ai fouillé ses dossiers, son historique de navigation, ses relevés bancaires. La facture de carte de crédit révélait un schéma, des dîners dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, une note d'hôtel datant de 2 mois, l'achat d'un bijou dans une boutique qui ne m'avait jamais offert quoi que ce soit. De petites incohérences qui composaient un tableau accablant. Des messages sont apparus sur son iPad, synchronisés depuis son téléphone. Une femme nommée Megan envoyait des cœurs, planifiait des rendez-vous qui n'apparaissaient pas dans son agenda professionnel, se plaignait qu'il ne m'ait pas encore quitté. Mes mains restaient stables pendant que je photographiais chaque élément. Chaque image devenait une brique dans les fondations de ce qui allait suivre. Ce soir-là, j'ai dit à Emma que son père était en voyage d'affaires. Elle a accepté l'explication sans poser de questions, habituée à ses absences. Nous avons commandé une pizza et regardé son film préféré. J'ai tressé ses cheveux avant qu'elle ne s'endorme, respirant le parfum de son shampoing, gravant cet instant dans ma mémoire. Tout va bien, maman, m'a-t-elle demandé, les yeux plus sages que ses 14 ans. Tout ira bien, lui ai-je promis, et pour la première fois, je le pensais sincèrement. Une fois qu'elle s'est endormie, j'ai passé 3 appels. Le premier à l'avocat de ma grand-mère. Le second à ma meilleure amie Kate, qui n'avait jamais aimé Lucas. Et le troisième à mon cousin Thomas, qui siégeait au conseil de l'association locale des entrepreneurs. Seule dans la chambre principale, j'ai retiré mon alliance et je l'ai posée sur l'oreiller de Lucas. Ensuite, j'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone pour vérifier le solde de mon compte privé, celui que Lucas ignorait complètement. Le solde affichait 142 856 $ et 79 centimes. Qui est le fardeau, maintenant, ai-je murmuré dans la pièce vide, m'autorisant un bref sourire tranchant avant de commencer à planifier ma résurrection. Cette nuit-là, le sommeil est venu par à-coups, entrecoupé de souvenirs de ma grand-mère qui m'assaillaient comme une vague. Des souvenirs que je n'avais pas revisités depuis des années. Je pouvais presque sentir ses sachets de lavande, entendre le grincement de sa chaise berçante, alors que je revivais le jour où elle avait changé ma vie. 5 ans après mon mariage avec Lucas, elle m'avait appelé un dimanche, « Heather, chérie, viens m'aider au jardin. » À 78 ans, Rose Blackwood cultivait encore ses légumes et dispensait sa sagesse avec la même ferveur. Alors que nous étions agenouillés dans la terre, elle m'avait tendu une enveloppe. « C'est l'acte de propriété de cette maison et de ce terrain, » avait-elle dit sans détour. « Je le mets à ton nom aujourd'hui. »« Mamie, je ne peux pas. »« Tu peux, et tu le feras. » Elle m'avait coupé, ses mains encore agiles en plantant un pied de tomate dans le sol. « Et tu n'en parleras à personne. Ni à ta mère, ni à tes cousins, et surtout pas à Lucas. » Son ton direct m'avait surprise. Pourquoi pas à Lucas? Rose s'était redressée, me fixant avec ce regard clair qui avait intimidé des générations de Blackwood. Parce qu'une femme devrait toujours avoir quelque chose qui lui appartient en propre. Mon Harold était un homme bien, meilleur que la plupart. Mais même lui ne savait pas pour mon coffre à la banque. J'avais ri à l'époque, pensant qu'elle exagérait. Elle ne l'exagérait pas, je t'ai vu diminuer ta lumière pour cet homme, avait-elle poursuivi. Peut-être que ça te convient, peut-être que non. Mais quoi qu'il arrive, tu auras ça comme assurance. La propriété n'était ni grande ni particulièrement précieuse à l'époque. Une maison modeste de 3 chambres en périphérie de la ville, avec 1 hectare de terrain. Mais Rose avait fait un choix judicieux, au fil des décennies, la ville avait grandi autour, et les promoteurs lorgnaient l'endroit depuis des années. Lorsqu'elle est décédée 6 mois plus tard, j'ai respecté sa volonté. Le bien est resté à mon nom seul, distinct de tous nos actifs conjugaux. Lucas avait supposé que la propriété était allée à ma mère ou avait été vendue. Je ne l'ai jamais corrigé. Ce même mois, j'ai ouvert un compte séparé dans une caisse d'épargne de l'autre côté de la ville.
À chaque paie, je transférais une petite somme, 50 $ par-ci, 100 $ par-là. Rien qui aurait éveillé les soupçons de Lucas, étant donné notre aisance financière. Lorsqu'il posait une question sur une éventuelle incohérence, je parlais d'achat chez Target ou de café entre amis. Il ne regardait jamais trop en détail les dépenses dites féminines. Les revenus locatifs de la maison de Rose allaient directement sur ce compte. D'abord versé par un jeune couple, puis par une infirmière qui y est restée 5 ans. L'argent s'accumulait lentement mais sûrement. Ma rébellion silencieuse. Ma force secrète. Maintenant, dans l'obscurité de ce qui avait été notre chambre, j'ai remercié Rose pour sa clairvoyance. Cette femme qui avait survécu à la Grande Dépression, élevé seule 4 enfants après la mort prématurée de son mari, et qui ne s'était jamais remariée, savait quelque chose sur l'art de se préserver. Et je ne faisais que commencer à comprendre. Le matin suivant, un message de Lucas m'attendait, je passe à midi pour récupérer quelques affaires. Je suis allée directement vérifier le fonds universitaire d'Emma. Lucas et moi avions établi un plan 529 à sa naissance, auquel nous contribuions tous les mois. En accédant au compte en ligne, j'ai découvert 3 tentatives de retrait au cours de la semaine passée. Tout avait été rejeté, car elles nécessitaient une double autorisation. Mon téléphone n'avait affiché aucune alerte concernant ces tentatives. Lucas avait tenté de vider ce compte aussi, en cachette. Mes mains tremblaient, mêlant rage et sentiment de justification. Ce n'était pas seulement une vengeance pour ma perte d'emploi. Il tentait, méthodiquement, de dépouiller notre fille de son avenir. J'ai saisi le téléphone et appelé la société de placement, expliquant la situation. La représentante était compatissante mais ferme, sans preuve d'abus financier, il ne pouvait pas retirer Lucas du compte. Il nous faut une documentation d'abus financiers ou une décision de justice, a-t-elle expliqué. Je comprends, ai-je répondu, mon esprit déjà lancé dans l'étape suivante. Veuillez activer la sécurité renforcée sur ce compte, en attendant. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Thomas. Nos familles s'étaient éloignées au fil des ans, autre victime de la stratégie sociale minutieuse de Lucas. Mais Thomas avait toujours pris soin d'envoyer des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël à Emma. Heather ? C'est inattendu, a-t-il répondu, une chaleur sincère dans la voix. J'ai besoin de ton aide, Tom, ai-je dit, moi-même surprise par ma franchise. C'est à propos de Lucas. Le silence au bout du fil s'est étiré un instant avant qu'il ne réponde enfin. Ce simple mot a confirmé ce que je soupçonnais, d'autres avaient vu ce que j'étais resté aveugle à reconnaître pendant des années. Thomas siégeait au conseil de l'association locale des entrepreneurs, l'organisation qui avait aidé Lucas à construire son réseau et sa réputation dans le secteur. Au fil de notre conversation, j'ai appris que la façade charmante de Lucas commençait elle aussi à se fissurer dans les cercles professionnels, de petites promesses non tenues, du crédit pris pour le travail des autres, des pratiques de facturation douteuses avec certains fournisseurs. Rien d'assez grave pour provoquer un scandale, m'a expliqué Thomas, mais suffisant pour faire froncer quelques sourcils. J'ai besoin de comprendre qui il a vraiment été toutes ces années, ai-je dit. Y compris sa relation avec son assistante. L'hésitation de Thomas m'a tout révélé. Megan Daniels, a-t-il fini par admettre. Cela dure depuis environ 8 mois, d'après ce que j'ai entendu. Elle a été présentée comme collègue lors de certains événements professionnels. Mais la plupart des gens connaissent la vérité. Cette confirmation aurait dû me faire mal. Mais ce fut comme percer un abcès, douloureux, certes, mais aussi libérateur. J'ai besoin de noms, ai-je dit. Tous ceux avec qui il fait affaire. Tous ceux qui ont peut-être vu des choses que moi je n'ai pas vues. Heather. La voix de Thomas trahissait son inquiétude. Qu'est-ce que tu prévois ? Rien d'illégal, l'ai-je rassuré. Je commence simplement à ouvrir les yeux. À midi, j'avais une liste de contacts et une image bien plus claire du réseau professionnel de Lucas. J'avais aussi le nom complet de Megan, son adresse et ses profils sur les réseaux sociaux. Tout révélait une femme 10 ans plus jeune, qui postait des citations inspirantes sur le fait de « mériter mieux » et « attendre que quelqu'un te choisisse ». L'ironie ne m'a pas échappé. Lorsque Lucas est arrivé pour récupérer ses affaires, j'étais calme et posée, d'une manière qui l'a clairement déstabilisé. Emma rentrera à 16h, ai-je dit. Je préférerais que tu sois parti d'ici là. Il s'est hérissé à mon ton. J'ai le droit de voir ma fille. Bien sûr que tu l'as, ai-je répondu. Nous pourrons établir un planning dès que tu auras une situation de vie stable. Je lui ai tendu un relevé imprimé du compte 529, montrant les tentatives de retrait.
Et dès que tu pourras m'expliquer pourquoi tu as essayé de voler le fonds universitaire de ta fille. La couleur a quitté son visage. Ce n'est pas. Garde ça pour le médiateur, les jeux coupés. Tes affaires sont dans la chambre d'amis. Tandis qu'il montait à l'étage, furieux, mon téléphone a émis une notification, un email d'un promoteur immobilier qui s'intéressait à la propriété de grand-mère Rose depuis des années. Il augmentait son offre de manière significative. Parfois, l'univers a un sens du timing parfait. Quand Lucas est redescendu avec 2 valises, j'étais assise tranquillement à la table de la cuisine, en train de taper une réponse à l'email. Où suis-je censée aller, a-t-il demandé, sa confiance passée remplacée par un ton boudeur. J'ai levé les yeux, réellement curieuse. Ce n'est pas le domaine de Meghan, ça, maintenant. Le choc sur son visage a confirmé ce que je soupçonnais, il n'avait absolument pas prévu ce scénario. Il s'attendait à ce que je supplie, que je craque, que je négocie. Au lieu de cela, il se retrouvait face à une version de moi qu'il ne reconnaissait pas. Une femme dotée de forces cachées qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Le jour suivant le départ de Lucas, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Assise à ma table de cuisine avec une tasse de café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé « Blackwood Marketing Solutions ». Simple. Professionnel. À mon image. En moins d'une semaine, j'avais obtenu un petit prêt, en mettant la propriété de grand-mère Rose en garantie. J'ai loué un petit bureau en centre-ville, délibérément situé dans un immeuble visible depuis la fenêtre du bureau de Lucas. Le poseur d'enseigne a installé le logo de ma nouvelle société, un design moderne en noir et argent de façon à ce qu'il capte parfaitement la lumière de l'après-midi. Un geste mesquin, peut-être, mais ô combien satisfaisant. Ma première cible n'était pas Lucas directement, mais plutôt l'écosystème dont il dépendait. Davison Builders travaillait avec 3 cabinets d'architectes principaux, tous ayant besoin de services de marketing. Je le savais, car j'avais écouté Lucas parler boulot pendant 15 ans, absorbant des informations qu'il croyait entrer par une oreille et ressortir par l'autre. Jenny Hargrove, directrice de Hargrove Design, avait toujours été distante envers Lucas lors de nos rares interactions sociales. J'avais remarqué ses petits soupirs discrets à ses propos pompeux. Elle est devenue ma première cliente. Ton mari essaie de casser mes offres depuis des années, m'a-t-elle confié lors de notre première rencontre. Je n'ai jamais pu le prouver, mais j'en suis convaincue. Ex-mari, l'ai-je corrigé. Et je ne suis pas surprise. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je lui ai présenté une stratégie marketing complète pour son entreprise, mettant en valeur leurs pratiques de construction durable, un sujet que Lucas avait toujours qualifié de « foutaise d'écologiste ». Jenny a signé le contrat le jour même. La nouvelle circule vite dans les cercles professionnels restreints. En l'espace de 3 semaines, j'avais décroché 2 autres clients parmi les cabinets concurrents de ceux que Lucas convoitait. Ma connaissance du jargon de l'industrie de la construction, acquise au fil des années passées à corriger ses présentations, s'est révélée précieuse. La première rencontre fortuite a eu lieu au Greenery, un restaurant chic où Lucas emmenait souvent ses clients. Je déjeunais avec Jenny lorsque Lucas est entré avec le président du conseil d'administration de Southwest Development. Son double regard en nous apercevant était discret, mais sans équivoque. « Lucas » ai-je dit poliment en hochant la tête alors qu'il passait près de notre table. « Quel plaisir de vous voir. » Jenny et moi parlions justement de son nouveau projet sur Riverside Drive. Un concept brillant. Riverside Drive était un chantier que Lucas poursuivait depuis des mois. L'éclair d'alarme dans ses yeux fut bref, mais révélateur. « Heather » a-t-il articulé, un sourire crispé aux lèvres. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Oh, nous travaillons ensemble maintenant, a répondu Jenny joyeusement. Ton ex a un vrai talent pour le marketing. Elle révolutionne la manière dont nous nous positionnons sur le marché. L'intérêt du président s'est immédiatement éveillé. Vous travaillez dans le marketing, Madame Carter? Blackwood, l'ai-je corrigé doucement. Heather Blackwood. Eh oui. Mon agence est spécialisée dans le marketing pour l'architecture et la construction. Voici ma carte, au cas où vous souhaiteriez un jour discuter de vos besoins. La mâchoire de Lucas s'est crispée lorsque j'ai remis ma carte de visite à son client potentiel. Le message privé qu'il m'a envoyé 30 minutes plus tard était bien moins maîtrisé. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? Je n'ai pas répondu. Le silence stratégique peut parfois en dire long. Des coïncidences similaires se sont produites au cours du mois suivant.
Je suis apparue à des événements professionnels que j'évitais autrefois, j'ai noué des contacts avec des personnes dont Lucas avait besoin, j'ai partagé des analyses qui démontraient ma compréhension approfondie du marché. Je n'ai jamais parlé en mal de lui, je n'en avais pas besoin. Sa réputation commençait à parler d'elle-même. Pendant ce temps, la situation financière de Lucas se détériorait. Thomas me tenait informé des rumeurs dans le secteur. Lucas avait contracté un prêt à taux élevés, accumulé des retards de paiement envers ses fournisseurs, et on murmurait qu'il puisait dans les comptes professionnels pour maintenir son train de vie personnel. Les relevés de cartes de crédit, que je recevais encore, révélaient un schéma de dépenses désespérées, restaurants haut de gamme, achats de bijoux, escapades de week-end pour impressionner Meghan. Il dépensait comme si rien n'avait changé, malgré la perte de la moitié des revenus du foyer et l'accès à nos économies communes. Il lui a offert une montre qui vaut 2 mensualités d'hypothèque, a fait remarquer Emma un soir, les yeux rivés à son téléphone. Devant mon regard interrogateur, elle a expliqué, « Regarde, Meghan l'a posté sur Instagram. Merci à mon homme incroyable pour cette surprise exceptionnelle. » Le roulement d'yeux d'Emma était un jugement d'adolescente parfaitement assumé. Vraiment subtil, papa. J'avais fait de mon mieux pour protéger Emma des aspects les plus sombres de notre séparation, mais à 14 ans, elle était assez observatrice pour comprendre d'elle-même. Quand elle m'avait demandé les raisons de notre rupture, j'avais été honnête au sujet de la trahison financière, mais j'avais évité de mentionner l'infidélité. Il a pris nos économies sans m'en parler. J'avais expliqué que le mariage reposait sur la confiance, et qu'il avait brisé la mienne. Emma avait hoché la tête, songeuse. C'est pour ça qu'il essaie de m'acheter des trucs chaque week-end ? Sa lucidité m'avait surprise. Il essaie de montrer qu'il a encore de l'argent, non ? Pour prouver quelque chose ? Et toi, qu'en penses-tu ? Avais-je demandé, curieuse de son analyse. Je pense qu'il a peur, avait-elle dit simplement. Et qu'il est sûrement dans le pétrin. Elle avait raison. Le château de cartes des dépenses de Lucas ne tiendrait plus très longtemps. L'effondrement a commencé lors de l'événement automnal de remerciements aux clients organisé par Davison Builders. Un rassemblement auquel j'aurais autrefois assisté en tant qu'épouse dévouée de Lucas. Cette fois, j'y étais présente en tant que professionnelle indépendante, invitée par l'une de mes clientes architectes. Lucas tenait sa cour près du bar, Meghan à son bras, vêtue d'une robe qui valait plus que les mensualités de voiture de la plupart des gens. C'est alors que sa carte de crédit a été refusée. J'ai assisté à la scène depuis l'autre bout de la pièce, l'embarras, la tentative maladroite d'utiliser une autre carte, l'expression confuse de Meghan, puis la dispute chuchotée qui a suivi. Lorsque j'ai fini par me rapprocher de leur groupe, Meghan avait disparu. Lucas se tenait seul, un verre à la main, son assurance habituelle envolée. « Tout va bien ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. « Parfait » a-t-il répondu, mais le tranchant de sa voix trahissait le mensonge. « Pourquoi cela n'irait-il pas ?» Je voulais juste vérifier, ai-je dit doucement. Emma a mentionné que tu viendrais peut-être à sa foire scientifique demain. Son visage s'est assombri. Je ne peux pas y aller. Un imprévu avec le projet Westbrook. C'est étrange, ai-je répondu. J'ai déjeuné avec Philippe Westbrook hier, et il m'a dit que le projet était en pause jusqu'au printemps. La réalisation que j'entretenais désormais des relations directes avec ses clients l'a visiblement ébranlé. Il s'est éclipsé rapidement, abandonnant son verre à moitié plein. 2 jours plus tard, Emma m'a transféré une capture d'écran du dernier post de Meghan sur les réseaux sociaux, une plainte voilée, mais ciblée, à propos d'hommes qui promettent monts et merveilles, mais n'arrivent même pas à payer leur loyer. Elle parlait de recommencer à zéro, avec sa dignité retrouvée. Leur relation avait apparemment implosé lorsque la réalité financière s'était imposée. La perception de la communauté a commencé à changer lentement, mais de façon irréversible. Lucas avait toujours cultivé l'image d'un homme à succès, d'un père de famille stable, d'un entrepreneur avisé, d'un membre généreux de la communauté. Mais à mesure que ses difficultés financières devenaient plus visibles, cette façade savamment construite commençait à se fissurer. Ses absences lors d'événements locaux étaient remarquées, ses excuses pour les paiements manquaient questionnées. Les sièges qu'il occupait au sein de divers conseils des positions qu'il avait utilisées pour faire du réseautage ont été discrètement confiées à d'autres à l'expiration de ses mandats. Je n'ai jamais eu besoin de dire un mot contre lui. Les conséquences de ses propres actes parlaient d'elles-mêmes. Maman, m'a demandé Emma un soir alors que nous préparions le dîner ensemble, tu crois que papa nous a vraiment aimés ? Ou juste l'idée d'avoir une famille à exhiber ? La question m'a transpercé le cœur par sa lucidité brute.
Je pense qu'il nous a aimés à sa manière, ai-je répondu prudemment. Certaines personnes ne voient les autres qu'en fonction de ce qu'ils leur apportent. Emma a hoché la tête, plus sage que son âge. Je suis contente que tu ne sois pas comme ça. À cet instant précis, en regardant le profil affirmé de ma fille alors qu'elle coupait les légumes, j'ai compris que l'art subtil des conséquences m'avait offert une bénédiction inattendue, une clarté, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. 3 mois après notre séparation, Blackwood Marketing Solutions était passé d'une activité menée par une seule femme à une petite équipe de 4 personnes. J'avais embauché une graphiste talentueuse, fraîchement diplômée, une experte des réseaux sociaux dotée de solides contacts dans le secteur, et une assistante administrative à temps partiel, une ancienne employée de Davison Builders, avec une connaissance encyclopédique de leur fonctionnement. Nous avions quitté notre bureau d'origine pour un espace plus grand dans le même immeuble, cette fois avec une vue d'angle et des fenêtres sur 2 côtés. Pendant ce temps, le château de cartes financier de Lucas s'effondrait de manière spectaculaire. Thomas m'a appelé un mardi matin, la voix inhabituellement tendue. « Tu devrais peut-être t'asseoir », a-t-il commencé. Lucas avait tenté d'obtenir un financement pour un projet immobilier spéculatif dans le quartier nord. Il avait utilisé de faux documents prétendant que Davison soutenait le projet. Mon estomac s'est noué. « C'est grave ?»« Assez grave », a répondu Thomas. Davison l'a suspendu, en attendant une enquête. La rumeur dit qu'il a tout hypothéqué pour tenter de faire décoller ce projet, son appartement en copropriété, des prêts personnels, et même des emprunts auprès de prêteurs douteux. Pourquoi aurait-il tout risqué pour ce projet, ai-je demandé, réellement déconcerté. Thomas a hésité. Apparemment, il voulait orchestrer un retour en force après le départ de Meghan. Elle parlait déjà de mariage, d'une maison plus grande, et quand elle est partie, quelque chose s'est brisé en lui. Ce projet était censé être sa grande rédemption. Ce soir-là, j'ai reçu une alerte de crédit inattendue. Lucas avait tenté d'ouvrir une nouvelle carte de crédit en utilisant nos anciennes informations communes, y compris mon numéro de sécurité sociale. La tentative a été signalée et refusée, en raison de l'alerte pour fraude que j'avais placée sur mon dossier après notre séparation. Sa détresse atteignait un niveau dangereux. Emma avait elle aussi remarqué le changement chez son père. Leur visite du week-end était devenue irrégulière, Lucas annulant souvent à la dernière minute ou écourtant les rencontres avec de vagues excuses liées à des urgences professionnelles. Il m'a emmené déjeuner au Burger King hier, a-t-elle raconté un dimanche soir. Il a dit que sa carte de crédit faisait des trucs bizarres, alors on a dû aller dans un endroit pas cher. Elle tirait distraitement un fil de la manche de son sweatshirt. C'est bizarre de le voir comme ça. Avant, il agissait comme s'il possédait le monde. Les gens montrent souvent leur vrai visage sous la pression, ai-je répondu prudemment. Il m'a posé des questions sur toi, a-t-elle poursuivi. Plein de questions sur ton entreprise, et si on s'en sortait financièrement. Ses yeux ont croisé les miens, soudainement vifs. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai prise dans mes bras, submergée de fierté par sa loyauté instinctive et sa sagesse. Merci, mon cœur. Ce n'est pas la personne que je croyais qu'il était, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Avant, je le trouvais fort et brillant. Maintenant, j'ai juste pitié de lui. L'effondrement final fut rapide. Le nom de Lucas est apparu dans la rubrique économique du journal local. Non pas dans un portrait flatteur comme autrefois, mais dans un court article relatant des irrégularités financières chez Davison Builders. L'article ne disait pas explicitement qu'il avait été renvoyé, mais la formulation ne laissait guère de doute, son départ avait été contraint et faisait l'objet d'une enquête. 2 jours plus tard, le téléphone de mon bureau a sonné. La voix de la réceptionniste était inhabituellement hésitante. Madame Blackwood, Lucas Carter est dans le hall. Il demande à vous voir. Il n'a pas de rendez-vous. Mon cœur a effectué un petit saut curieux, non pas par affection persistante, mais parce que je reconnaissais dans cette visite l'arrivée d'un moment que j'avais toujours su qu'il viendrait. Dites-lui que je descends dans 5 minutes. J'ai pris mon temps pour finir un courriel destiné à un client, retoucher mon rouge à lèvres et remettre de l'ordre sur mon bureau. Lorsque je suis enfin descendu dans le hall, Lucas faisait les 100 pas près des fenêtres. Son apparence était bien différente de l'image soignée qu'il entretenait autrefois, sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre, et sa posture, autrefois empreinte d'assurance, avait disparu. Allons marcher, ai-je proposé, en désignant le petit parc de l'autre côté de la rue. Les lieux publics sont plus sûrs pour les conversations délicates. Nous nous sommes installés sur un banc, face à une aire de jeu pour enfants. Lucas s'est assis lourdement à côté de moi, l'espace entre nous chargé de souvenirs non dits.
J'ai besoin de ton aide, a-t-il fini par dire, les mots semblant lui coûter physiquement. Quel genre d'aide, ai-je demandé d'un ton neutre. Professionnelle. Financière. Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Temporaire. Juste le temps de me remettre sur pied. Je vois, ai-je répondu, en observant une jeune mère qui poussait un bambin hilar sur une balançoire. Et pourquoi ferais-je cela? Parce que nous avons été mariés pendant 15 ans, a-t-il répondu, avec un soupçon de cet ancien sentiment de droit qui revenait dans sa voix. Parce que nous avons une fille ensemble. Parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai laissé ces mots flotter entre nous, pesant chacun d'eux soigneusement avant de répondre. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, le jour après que j'ai perdu mon emploi, ai-je demandé finalement. Quand tu as vidé notre compte et que tu m'as laissé sans rien. Son regard s'est baissé vers ses mains. Heather, j'étais sous beaucoup de pression. Tu m'as traité de fardeau, ai-je poursuivi calmement. Tu as dit que tu ne porterais pas du poids mort. Je ne voulais pas dire. Non, l'ai-je interrompu doucement. Je pense que tu le pensais vraiment. Je me suis tournée hautement vers lui. Tu pensais chaque mot. Cela faisait des années que tu le pensais, pas vrai? Que j'étais, d'une manière ou d'une autre, moins précieuse, moins digne de respect, parce que j'avais mis ma carrière en retrait pour soutenir la tienne. Que ma contribution à notre famille était, d'une certaine manière, insignifiante comparée à la tienne. Il ne l'a pas nié. Et c'était peut-être là le moment le plus honnête qu'il ait eu depuis des années. Je ne vais pas t'aider, Lucas, ai-je dit doucement. Ni financièrement, ni professionnellement, ni de quelque manière que ce soit qui te permettrait d'échapper aux conséquences de tes choix. Alors pourquoi avoir accepté de me voir, demanda-t-il, la frustration perçant dans sa voix. J'ai souri, ressentant une étrange légèreté. Une forme de clôture, peut-être. Ou simplement l'envie de voir son visage au moment où il réaliserait à quel point les rôles s'étaient inversés. Je me suis levée, lissant ma jupe. Qui est le fardeau maintenant, chérie? Les mots n'étaient ni venimeux, ni triomphants. Juste une vérité simple et indiscutable. Son visage a accusé le coup. L'écho de ses propres paroles cruelles lui revenait alors qu'il touchait le fond. Qu'est-ce que je suis censé faire, demanda-t-il, la peur réelle perçant enfin sa façade. La même chose que tu attendais de moi, ai-je répondu. Recommencer. Apprendre à tenir debout tout seul. Alors que je m'éloignais, je n'ai ressenti aucune joie malveillante. Seulement un profond sentiment d'achèvement. La femme qui, autrefois, avait atténué sa lumière pour ne pas déranger un homme n'existait plus. Elle avait été remplacée par quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et sa force. Ce soir-là, Emma et moi étions assises sur notre terrasse arrière, regardant les lucioles émerger dans la pénombre grandissante. Je lui ai parlé de la visite de Lucas. J'ai choisi la sincérité, croyant que la confiance se bâtit sur la vérité. « Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, son jeune visage sérieux dans la lumière déclinante. « Je vais bien », ai-je répondu. Et en le disant, j'ai senti la véracité de ces mots s'ancrer profondément en moi. Mieux que depuis longtemps. Papa va-t-il s'en sortir? Sa question exprimait de l'inquiétude, mais plus cette angoisse désespérée des mois précédents. Un jour, ai-je dit. Quand il comprendra que sa valeur ne dépend pas des apparences ni des possessions. Emma hocha la tête, pensive. J'espère qu'il comprendra. Moi aussi, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Le téléphone sonna à l'intérieur. Un autre client potentiel, recommandé par Génière Grove. En me levant pour aller répondre, je croisai mon reflet dans la vitre de la fenêtre. La femme qui me renvoyait son image se tenait droite, la tête haute. Enfin libérée du poids des attentes réduites. Elle ne portait plus les rêves de quelqu'un d'autre au détriment des siens. Elle n'était plus un fardeau, mais une force avec laquelle il fallait désormais compter.